Le monde du début du XXe siècle, dissimulé derrière la façade ostentatoire du progrès et de la civilisation, un réseau secret de sociétés, de loges et de confréries. Dans les salons de Paris, les caves de Vienne et les brasseries de Munich se rassemblaient des individus unis par la quête de connaissances ésotériques et d'une voie particulière pour le développement de l'humanité. L'Europe, à peine remise de la Grande Guerre, devint un terreau fertile pour des idées mêlant mythes anciens et politiques modernes. Nulle part cette tendance ne se manifesta avec autant de force que dans l'Allemagne vaincue. Le traité de Versailles, signé en 1919, ne se contenta pas de priver les Allemands de territoire et de réparation. Il porta un coup dévastateur à la fierté nationale. Dans cette atmosphère d'humiliation et de déception, beaucoup cherchèrent l'explication de la catastrophe, non pas dans des causes politiques ou économiques, mais dans des forces mystiques. L'Allemagne, jadis l'empire du Kaiser Guillaume, s'était transformée en une fragile république de Weimar, où l'inflation atteignait des proportions cosmiques et où les contradictions sociales menaçaient de nouvelles secousses. C'est précisément sur ce terrain fertile que fleurirent des organisations proposant des réponses simples à des questions complexes. Parmi elles, la société Thulé occupa une place particulière, un ordre secret dont l'influence sur l'histoire du XXe siècle s'avéra disproportionnée par rapport à sa taille. En 1918, alors que l'Allemagne était encore secouée par les bouleversements révolutionnaires, le baron Rudolf von Sebottendorf fonda une organisation qui allait par la suite changer le cours de l'histoire mondiale. Cet homme au destin singulier, ancien marin, ayant étudié les pratiques soufis en Turquie et occultiste passionné, prit la tête de la section munichoise du Germanenorden, une société secrète créée dès 1912. Mais il la transforma rapidement en quelque chose de plus grand, la société Thulé, nommée d'après la terre mythique du Nord. Thulé était déjà mentionné dans les sources antiques. Le voyageur grec Pythéas la décrivait comme la terre habitée la plus septentrionale, où le soleil ne se couche pas au solstice d'été. Pour le poète romain Virgile, c'était l'Ultima Thulé, le bout du monde, la limite de la connaissance humaine. Sebottendorf ne choisit pas ce nom par hasard. Pour lui et ses adeptes, Thulé symbolisait l'ancienne patrie ancestrale de la race aryenne, la source de sa force et de sa sagesse. Officiellement, la société Thulé fut enregistrée comme société sportive et intellectuelle, ce qui lui permit d'échapper à l'attention des autorités. Son quartier général s'établit dans le somptueux hôtel Vier Jahreszeiten, au centre de Munich. Là, dans des intérieurs luxueux, se réunissaient des personnes unies par la foi en une mission spéciale de la nation allemande et par la haine du bolchevisme, du libéralisme et surtout des juifs. La société attira rapidement dans ses rangs des représentants de l'aristocratie, des intellectuels, des industriels et des militaires. Parmi ses membres figuraient des personnalités telles que le poète et dramaturge Dietrich Eckart, l'architecte Alfred Rosenberg, l'éditeur Franz Heer. Le symbole de la société devint un poignard d'argent, sur fond d'une couronne de chêne dorée, encadrant une croix gammée. Cet ancien symbole indo-européen du soleil et de la prospérité acquit entre les mains de Thulé une nouvelle signification, un signe de la supériorité de la race aryenne. L'activité de la société se développait selon deux axes, interne et externe. Dans le cercle restreint des initiés, on étudiait les anciennes runes, les mythes germaniques. On effectuait des rituels visant à établir un lien avec les ancêtres et à éveiller l'esprit aryen. Le travail externe, quant à lui, était orienté vers la lutte politique dans le chaos de l'Allemagne d'après-guerre. L'idéologie de la société Thulé reposait sur le concept de la suprématie aryenne, une doctrine mêlant théories pseudo-scientifiques et mythes anciens. Les membres de la société croyaient que les Germains étaient les descendants directs d'une race supérieure, ayant jadis régné sur le monde et possédant des connaissances secrètes. Cette race, selon leurs convictions, était originaire de la légendaire Hyperborée, une patrie nordique où les hommes vivaient en harmonie avec la nature et maîtrisaient des pouvoirs magiques. Deux mystiques autrichiens eurent une influence considérable sur la formation de ces idées, Guido von List et Jörg Lanz von Liebenfels. Von List, qui se considérait comme un voyant et un interprète de la sagesse germanique ancienne, développa le système de zéro, une doctrine occulte basée sur la connaissance runique. Il affirmait avoir reçu des révélations lors d'une cécité temporaire après une opération des yeux en 1899.
Dans ses visions, il aurait saisi le sens secret des runes et des anciens rituels germaniques. Jörg Lanz von Liebenfels alla encore plus loin. Ancien moine cistercien, il créa la doctrine de la théozoologie, selon laquelle les Ariens étaient des êtres divins et toutes les autres races le résultat d'un mélange avec des formes de vie inférieures. Dans sa revue Quat, nommée en l'honneur de la déesse germanique du printemps, il propagea les idées de pureté raciale et d'eugénisme bien avant l'arrivée des nazis au pouvoir. Les membres de la société Thulé synthétisèrent ces enseignements, créant leur propre vision mystique du monde. Ils croyaient que le peuple germanique possédait une âme particulière, la Volksseele, un esprit collectif liant tous les Ariens. Cet esprit se manifestait par le sang, la terre et la langue. De là découlait le culte de la pureté du sang et le rejet de tout mélange avec des éléments non ariens. Une importance particulière était accordée au concept du retour éternel, la nature cyclique de l'histoire. Selon cette théorie, la civilisation aryenne avait déjà atteint à plusieurs reprises les sommets de la puissance, mais était ensuite tombée en déclin à cause du mélange racial. Maintenant, croyaient les membres de Thulé, il était temps d'une nouvelle renaissance de l'esprit germanique, un temps de purification et de retour aux sources. Un élément important de l'idéologie était une compréhension particulière de l'histoire. La société Thulé rejetait l'historiographie traditionnelle comme une science juive et créait une version alternative du passé. Dans cette version, les anciens Germains n'apparaissaient pas comme des tribus primitives, mais comme les porteurs d'une civilisation hautement développée, antérieure à la Grèce et à Rome. L'Atlantide, l'Hyperborée, Thulé, toutes ces terres légendaires étaient considérées comme de véritables lieux d'habitation des ancêtres des Ariens. Les runes et symboles anciens ne sont pas devenus pour la société Thulé de simples éléments décoratifs, mais un puissant instrument d'influence idéologique. Les membres de la société croyaient que l'écriture runique contenait un message codé des ancêtres, une force magique capable d'éveiller l'esprit arien dans le sang des Germains. Chaque symbole était considéré comme une clé vers une connaissance ancienne, perdue au cours des siècles de christianisation et de mélange culturel. Une place particulière dans ce système était occupée par la croix gammée, le Hakenkreuz, comme on l'appelait en Allemagne. Ce symbole ancien, que l'on retrouve dans des cultures allant de l'Inde à la Scandinavie, était interprété par les membres de Thulé comme un signe du mouvement éternel du soleil, de la force vitale aryenne et de la supériorité raciale. La croix gammée, tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, symbolisait l'énergie créatrice, la croissance spirituelle et la victoire de la lumière sur les ténèbres. Dans les rituels de la société, elle était souvent représentée dans un cercle, ce qui renforçait son caractère solaire et son lien avec l'idée du retour éternel. Outre la croix gammée, d'autres signes runiques étaient largement utilisés. La rune Sig, Sovilo, ressemblant à un éclair, était interprétée comme un symbole de victoire et de force. Deux runes Sig, jointes ensemble, sont devenues plus tard l'emblème des SS. La rune Odal, désignant la propriété héréditaire, s'est transformée en symbole du sang et du sol, concept clé de l'idéologie nazie. La rune Tyr, nommée d'après le dieu de la guerre, incarnait l'esprit guerrier et la volonté de sacrifice. Les rituels de la société Thulé incluaient des méditations runiques, au cours desquelles les participants visualisaient certaines runes, cherchant à se connecter à leur énergie. Le chant runique, le galder, des techniques vocales spéciales conçues pour activer la force magique des symboles, étaient également pratiquées. Les membres de la société croyaient qu'une incantation runique correctement prononcée pouvait changer la réalité, influencer le cours des événements ou même nuire aux ennemis. Il est important de noter que l'interprétation des runes dans la société Thulé différait considérablement de leur signification historique. Les anciens symboles germaniques ont été réinterprétés et déformés pour correspondre à la théorie raciale et aux objectifs politiques. Ainsi, la signification traditionnelle de la croix gammée en tant que symbole de bien-être et de fertilité a été remplacée par l'idée de pureté raciale et de lutte contre les héros. Cette transformation des significations démontre clairement la méthode de travail de la société Thulé avec le patrimoine culturel, l'utilisation sélective d'éléments anciens, leur réinterprétation et leur inclusion dans un nouveau contexte.
Les runes, d'un système d'écriture, sont devenues des symboles magiques, d'artefacts archéologiques, des outils vivants de la lutte politique contemporaine. Un intérêt particulier est porté au soi-disant soleil noir, 12 runes Sig, rayonnant d'un cercle central comme des rayons de soleil. Ce symbole, plus tard incrusté dans le sol en mosaïque du château de Wewelsburg, la citadelle des SS, était interprété comme une source de puissance arienne, cachée aux non-initiés. Le soleil noir symbolisait une lumière invisible, accessible uniquement à ceux qui possédaient une conscience raciale particulière. Dans la mythologie de la société Thulé, la légende de l'Hyperborée occupait une place particulière. Un pays nordique mystérieux d'où, selon leurs convictions, la race aryenne était originaire. Ce continent mythique, situé au-delà du vent froid du nord, Borée, était déjà mentionné par les auteurs grecs anciens. Hérodote et Pline écrivaient sur une terre bénie de lumière éternelle, où le soleil se levait et se couchait seulement une fois par an, et où les habitants possédaient une longévité surnaturelle et vivaient en harmonie avec la nature. Les membres de la société Thulé ont transformé ces descriptions classiques en les remplissant de contenu racial. Dans leur interprétation, l'Hyperborée est devenue le berceau de la civilisation aryenne, un lieu où toutes les connaissances et technologies supérieures ont vu le jour. Ils croyaient que les Hyperboréens possédaient des capacités psychiques incroyables, leur permettant de contrôler les forces naturelles, de léviter et de communiquer télépathiquement sur de vastes distances. Selon les théories populaires dans les cercles de Thulé, l'ancienne Hyperborée était située dans l'Arctique, à l'époque où un climat doux y régnait. Un déplacement catastrophique de l'axe terrestre ou un autre cataclysme global a entraîné la glaciation de ce paradis, forçant les Aryens à migrer vers le sud. Ces migrations expliquaient prétendument l'apparition de civilisations hautement développées en Inde, en Perse, en Grèce et en Scandinavie. L'épopée indienne a joué un rôle particulier dans le développement de ces idées. Les membres de la société Thulé étudiaient avec enthousiasme les Védas et le Mahabharata, y trouvant des mentions d'une patrie nordique des Aryens et d'anciennes technologies, interprétées comme des preuves d'une civilisation hyperboréenne hautement développée. Ne se limitant pas aux recherches théoriques, la société Thulé a initié et soutenu des expéditions à la recherche de preuves matérielles de l'existence de l'Hyperborée. La Scandinavie, l'Islande, le Groenland et les territoires arctiques de l'URSS présentaient un intérêt particulier. Ils cherchaient des ruines de villes anciennes, des structures mégalithiques, des inscriptions runiques, tout ce qui pourrait confirmer leur théorie. En 1938 et 1939, sous l'influence de ces idées, des expéditions allemandes ont été organisées au Tibet sous la direction d'Ernst Schäfer. Officiellement, l'objectif était d'étudier la nature et l'ethnographie de la région, mais derrière la façade scientifique se cachait la recherche de traces d'anciens Aryens qui auraient migré de l'Hyperborée vers l'Himalaya et y auraient conservé des connaissances secrètes. Les membres de la société Thulé croyaient que le rétablissement du lien avec les racines hyperboréennes donnerait au peuple germanique accès à des forces et technologies oubliées nécessaires à la création d'un nouvel empire. Ils recherchaient la soi-disant énergie vrile, une force mystique décrite dans le roman d'Edward Bulwer-Lytton, La race à venir, que les anciens Aryens auraient possédée. Derrière chaque grand mouvement se cachent des personnalités concrètes, et la société Thulé ne faisait pas exception. Son créateur, le baron Rudolf von Sebottendorf, est né en 1875 sous le nom d'Adam Alfred Rudolf Glauer, fils d'un mécanicien de locomotive. Son chemin vers l'occultisme a commencé en Turquie, où il a étudié le soufisme, l'alchimie et la rosicrucianisme. Ayant adopté la nationalité turque et un nouveau nom, il est retourné en Allemagne avec la conviction qu'il détenait les clés de l'ancienne sagesse aryenne. C'est Sebottendorf qui a combiné le nationalisme allemand traditionnel avec le mysticisme oriental, créant un alliage ésotérique unique qui est devenu la base de l'idéologie de Thulé. Étonnamment, le créateur de la société qui a jeté les bases du nazisme a quitté l'Allemagne en 1934, déçu par la façon dont Hitler utilisait ses idées. Il est mort dans des circonstances mystérieuses en Turquie en 1945. Selon la version officielle, il s'est noyé dans le Bosphore. Dietrich Eckart, poète, dramaturge et journaliste, devenu le mentor spirituel du jeune Adolf Hitler,
était une figure non moins significative. Eckhart était issu d'une riche famille bavaroise, avait fait des études de droit, mais s'était consacré à la littérature et à l'occultisme. Sa traduction de Quoth d'Ibsen était considérée comme un classique en Allemagne. Cependant, la véritable passion Descartes était la politique, imprégnée de mysticisme. Il croyait que le peuple allemand était appelé à réaliser une révolution spirituelle, purifiant le monde du Quoth. Eckhart fut le premier à voir en Hitler le Quoth dont il rêvait, et il le prit sous son aile. C'est lui qui présenta le futur Führer à d'influents industriels et aristocrates, lui ouvrant la voie vers le pouvoir. Avant sa mort en 1923, Eckhart prononça des paroles prophétiques. Alfred Rosenberg, un Allemand balte né à Reval, aujourd'hui Tallinn, a apporté une contribution intellectuelle particulière à la société Thulé. Ayant fait des études d'architecture, il s'est passionné pour les théories raciales et l'occultisme. Après la révolution en Russie, Rosenberg a fui en Allemagne, apportant avec lui les tristement célèbres un faux qui est devenu la pierre angulaire de la propagande antisémite. Son œuvre principale fut une tentative de créer une nouvelle religion du sang et du sol, remplaçant le christianisme. Rosenberg rêvait de la renaissance du paganisme germanique ancien, purifié de parmi les autres figures importantes de la société, figurait Karl Harrer, qui a fondé le parti ouvrier allemand avec Anton Drexler, Hans Frank, futur gouverneur général de la Pologne occupée, et Gottfried Feder, théoricien économique du nazisme primitif. Tous ont apporté leurs éléments uniques à l'idéologie de Thulé, formant une doctrine multiforme qui combinait des mythes anciens avec des ambitions politiques modernes. Au début de l'année 1919, la société Thulé était à la croisée des chemins. Restait un cercle ésotérique s'occupant de l'étude des runes et de la recherche des racines aryennes signifiait manquer un moment historique. L'Allemagne bouillonnait de sentiments révolutionnaires et les membres de la société comprenaient « le moment était venu de passer des théories à l'action, du mysticisme à la politique ». En janvier de la même année, Rudolf von Sebottendorf confia à ses hommes de confiance, Karl Harrer et Anton Drexler, la tâche de créer une aile politique de la société. Ainsi naquit le Parti ouvrier allemand, Deutsche Arbeiterpartei, DAP, une organisation modeste à laquelle il était destiné de changer le cours de l'histoire mondiale. La première réunion du parti eut lieu dans la brasserie munichoise Sternecker-Brau, où seulement une vingtaine de personnes étaient présentes. Il semblait que rien ne laissait présager un grand avenir. Cependant, derrière cette façade politique se cachait un plan soigneusement élaboré. La société Thulé avait besoin d'un instrument pour diffuser ses idées parmi la classe ouvrière. Les aristocrates et les intellectuels comprenaient « l'avenir de l'Allemagne ne se déciderait pas dans les salons, mais dans les rues et les usines ». Le programme du DAP représentait une synthèse étonnante des concepts occultes de Thulé et des slogans populistes. Les idées mystiques sur le sang et le sol, la supériorité aryenne et la lutte contre les furent traduites dans un langage compréhensible pour le simple allemand. Le parti prônait l'unification de tous les Allemands au sein d'une grande Allemagne, l'abrogation du traité de Versailles, la nationalisation de l'industrie et la lutte contre l'esclavage des intérêts, un terme derrière lequel se cachait l'antisémitisme traditionnel. Le mécanisme d'intégration des idées ésotériques dans le programme politique est particulièrement intéressant. Le concept d'hyperborée se transforma en la thèse d'une voie historique particulière pour l'Allemagne. Les symboles runiques devinrent des attributs du parti. La supériorité mystique de la race aryenne devint la justification des revendications territoriales. Le tournant décisif eut lieu le 25 septembre 1919. Le capitaine Karl Mayer, chef du département de renseignement du district militaire de Munich, fut envoyé à la réunion du parti à la brasserie. Il y envoya son agent, le caporal de 30 ans, Adolf Hitler. Hitler devait simplement observer la réunion, mais il ne put se retenir lorsqu'un des orateurs parla d'une éventuelle séparation de la Bavière de l'Allemagne. Le discours passionné d'Hitler fit une telle impression sur Anton Drexler que celui-ci invita immédiatement le caporal à rejoindre le parti. Bientôt, Hitler devint membre du DAP sous le numéro 555 et s'imposa rapidement comme l'orateur principal. Son talent à enflammer les foules ne passa pas inaperçu auprès des membres plus âgés de la société Thulé.
Les relations d'Adolf Hitler avec la société Thule restent l'un des sujets les plus controversés de l'histoire du Troisième Reich. De nombreux mythes se sont formés autour de cette question, éclipsant souvent la réalité historique. Il est documenté qu'Hitler n'a jamais été un membre officiel de la société Thule. Contrairement à Rudolf Hess, Alfred Rosenberg et d'autres dirigeants nazis, son nom est absent des listes de l'organisation. Cependant, cela ne signifie pas l'absence de lien et d'influence. Le lien clé entre Hitler et Thule fut Dietrich Eckart. Ce poète et occultiste, l'un des idéologues de la société, rencontra Hitler pour la première fois à l'automne 1919 et reconnut immédiatement en lui un leader potentiel. Leur relation dépassa rapidement le format maître-élève. Eckart non seulement introduisit Hitler dans les cercles influents de Munich, mais il forma également de nombreux aspects de sa vision du monde. Sous la direction d'Eckart, Hitler étudia les fondements de la géopolitique, les théories raciales et l'art oratoire. Eckart inculqua à son protégé l'idée que le peuple allemand devait être sauvé par un leader aux qualités messianiques et convainquit Hitler que c'était précisément lui qui était destiné à ce rôle. Dans ses dernières notes, Eckart affirmait « Suivez Hitler, il dansera, mais c'est moi qui ai écrit la musique ». Un autre canal d'influence de la société Thule sur Hitler fut Rudolf Hess, qui devint son secrétaire personnel. Hess, membre dévoué de la société, initia le futur Führer aux théories géopolitiques de Karl Hochhofer et au concept d'espace vital, qui servirent plus tard de base à la politique étrangère nazie. Il est important de noter qu'Hitler avait une approche sélective des idées occultes de Thule. Il empruntait la symbolique, les techniques rhétoriques et certains concepts, mais rejetait l'engouement excessif pour le mysticisme. Pour lui, les enseignements ésotériques étaient avant tout un instrument de mobilisation des masses et non un objet de foi personnel. Après son arrivée au pouvoir, Hitler se distancia des racines occultes du nazisme. En 1941, il initia l'opération Ahnenerbe, dirigée contre les astrologues, les médiums et les sociétés ésotériques. De nombreux anciens membres de Thule furent réprimés ou écartés du pouvoir. Cela s'explique non seulement par le désir de cacher les origines occultes du mouvement, mais aussi par l'approche pragmatique d'Hitler de l'idéologie. La question de l'influence des idées de la société Thule sur la formation de l'antisémitisme d'Hitler mérite une attention particulière. Les preuves historiques indiquent que sa judéophobie s'est formée dès la période viennoise, avant sa rencontre avec Thule. Cependant, c'est dans les cercles de la société qu'elle acquit un caractère cosmique, se transformant d'un préjugé quotidien en une position idéologique. Les Juifs dans ce système n'étaient pas simplement considérés comme un élément étranger, mais comme une force opposée à l'esprit arien sur un plan métaphysique. Dans les profondeurs des théories occultes de la société Thule, une place particulière était occupée par la soi-disant géographie sacrée, un système de représentation de la signification mystique des territoires et des frontières. Ces concepts ne sont pas restés des idées abstraites, ils se sont incarnés dans des doctrines géopolitiques concrètes, devenues par la suite la base de la politique expansionniste du Troisième Reich. Un rôle clé dans la formation de ces idées a été joué par le général Karl Hochhofer, théoricien militaire, géographe et géopoliticien, étroitement lié à la société Thule par l'intermédiaire de son élève Rudolf Hess. C'est Hochhofer qui a développé le concept Lebensraum, devenu la pierre angulaire de la politique étrangère nazie. Selon cette théorie, une nation en développement dynamique a besoin d'une expansion constante de son territoire pour assurer ses ressources et son espace de croissance. Dans l'interprétation de la société Thule, cette idée purement matérialiste a acquis une teinte mystique. L'expansion vers l'Est n'était pas simplement considérée comme une conquête de terre, mais comme un retour sacré des Aryens à leurs origines. Sur les cartes créées dans les cercles de Thule, les territoires de l'expansion future étaient désignés non pas simplement comme des colonies potentielles, mais comme des terres ayant un lien énergétique particulier avec la race aryenne. C'est combiner des données géographiques modernes avec des runes anciennes, des symboles astrologiques et des références mythologiques. Elles ne représentaient pas de simples outils de planification, mais des artefacts magiques, destinés à activer la du peuple germanique. Une attention particulière était accordée aux lignes énergétiques et aux points de force, censés relier différentes parties de l'Eurasie. Les membres de la société Thule croyaient que le contrôle de ces points donnerait à l'Allemagne non seulement un avantage militaire, mais aussi métaphysique.
Beaucoup de ces cartes incluaient des territoires qui n'avaient jamais fait partie de la sphère d'influence germanique, mais qui étaient liés dans la mythologie de Thulé aux anciennes migrations aryennes. L'un des aspects les plus intrigants de la cartographie occulte de Thulé était le concept du soleil noir, un corps astral invisible émettant une énergie particulière, accessible uniquement aux initiés. Sur certaines cartes, des points étaient marqués où l'influence de cet astre mystique était censée être la plus forte. Ces lieux étaient considérés comme idéaux pour la construction de structures rituelles et la conduite de cérémonies. L'idée de la Terre creuse, populaire dans les cercles de Thulé, était non moins importante. Selon cette théorie, notre planète est creuse à l'intérieur, avec une surface interne habitée par une civilisation hautement développée. Certains membres de la société croyaient que les entrées de ce monde intérieur étaient situées au pôle et organisaient des expéditions pour les rechercher. Ce concept étrange a également trouvé un écho dans les travaux cartographiques créés dans les cercles de Thulé. Après l'arrivée des nazis au pouvoir, beaucoup de ces idées ésotériques ont été intégrées dans la géopolitique officielle du Troisième Reich. Le concept d'espace vital est devenu la justification de l'agression contre les voisins de l'Est, et les représentations mystiques ont été utilisées dans la propagande pour mobiliser les masses populaires. Même des stratèges militaires tout à fait rationnels se sont souvent tournés vers les cartes occultes lors de la planification d'opérations, croyant qu'elles contenaient une sagesse ancienne, inaccessible à la science conventionnelle. Heinrich Himmler, Reichsführer SS, est l'une des personnes les plus influentes du Troisième Reich, a incarné les idées ésotériques de la société Thulé dans la politique d'État par la création de l'Institut de recherche Ahnenerbe. Sa fascination pour l'occultisme a commencé bien avant l'arrivée au pouvoir des nazis. Issu d'une famille catholique et ayant une formation en agronomie, Himmler a manifesté dès sa jeunesse un intérêt pour la mythologie germanique, les runes et les théories de la supériorité raciale. Sa bibliothèque personnelle contenait des ouvrages rares sur l'occultisme, y compris les travaux des fondateurs de la société Thulé. Il a été particulièrement impressionné par les idées sur l'hyperborée et l'ancienne civilisation aryenne. En 1935, Himmler a officiellement fondé l'Ahnenerbe, héritage des ancêtres. Formellement, c'était une organisation scientifique étudiant l'histoire et la culture des peuples germaniques. En réalité, l'Institut est devenu un centre de recherche pseudo-scientifique visant à confirmer les théories raciales du nazisme. Sous l'égide de l'Ahnenerbe, se sont réunis des archéologues, des anthropologues, des linguistes, des historiens et des occultistes, tous travaillant à la création d'une justification scientifique du mythe arien. La structure de l'Institut comprenait des dizaines de départements, s'occupant des domaines les plus variés, de la runologie et de la médecine populaire à la géophysique et l'étude des grottes. Le financement était généreux. Himmler ne lésinait pas sur les moyens pour trouver des preuves de la supériorité aryenne. L'Ahnenerbe a organisé de nombreuses expéditions archéologiques à travers l'Europe. Des fouilles ont été menées en Allemagne, en Autriche, en Scandinavie, dans les Balkans. Un intérêt particulier était porté aux structures mégalithiques, aux anciennes sépultures et aux sites avec des inscriptions runiques. Les archéologues recevaient des instructions claires, interpréter toute découverte comme des preuves d'une culture aryenne hautement développée. Si les artefacts ne correspondaient pas à cette conception, ils étaient soit ignorés, soit les données étaient falsifiées. La plus célèbre fut l'expédition tibétaine, dirigée par le zoologiste Ernst Schäfer. Officiellement, les scientifiques sont partis étudier la nature et la culture du Tibet, mais le véritable objectif était de trouver des traces d'anciens Aryens qui auraient migré vers l'Himalaya depuis l'Hyperborée. L'expédition a recueilli une immense collection d'artefacts tibétains et a effectué des mesures anthropologiques de la population locale, tentant de prouver leur lien avec la race nordique. Les recherches linguistiques ont joué un rôle particulier dans les activités de l'Ahnenerbe. Les scientifiques de l'Institut ont développé la théorie selon laquelle toutes les langues indo-européennes provenaient d'un ancien proto-langage aryen. Ils ont tenté de reconstruire cette langue en étudiant les runes, le sanskrit et les dialectes germaniques anciens. Himmler croyait que le proto-langage ressuscité deviendrait un puissant outil magique. Outre les recherches scientifiques, l'Ahnenerbe s'est également occupé d'occultisme pratique. Au château de Wewelsburg, transformé par Himmler en centre mystique de la SS,
des rituels basés sur d'anciens cultes germaniques étaient pratiqués. C'est là aussi que la symbolique ésotérique du Troisième Reich a été développée, des runes SS au soleil noir. Ainsi, les idées nées dans les salons munichois de la société Thulé se sont transformées en politique d'État, étayées par les ressources d'une puissante machine totalitaire. Les quêtes mystiques des racines aryennes ont dépassé de loin le cercle ésotérique, devenant une partie de l'appareil idéologique justifiant les crimes les plus terribles du XXe siècle. La symbolique ésotérique, élaborée au sein de la société Thulé, est devenue le langage visuel du Troisième Reich, transformant des signes anciens en outils de propagande d'État. Le symbole le plus célèbre, emprunté à l'arsenal de Thulé, fut sans aucun doute la croix gammée, le Hakenkreuz. Cet ancien signe solaire, que l'on retrouve dans des cultures allant de l'Inde à la Scandinavie, fut réinterprété comme le symbole de la race aryenne et de son mouvement incessant vers la perfection. Lorsqu'en 1920, Hitler choisit un emblème pour le parti nazi, il opta précisément pour la croix gammée noire dans un cercle blanc sur fond rouge, une combinaison déjà proposée dans les cercles de Thulé. Le noir symbolisait la race, le blanc la pureté des idées, le rouge le programme social du mouvement. Les runes, intégrées dans la symbolique de diverses organisations du Troisième Reich, n'eurent pas moins d'importance. La double rune Sig, éclair, choisie par Himmler pour l'emblème des SS, incarnait l'énergie de la victoire et la force de l'éclair, attribut du dieu suprême Odin. La rune Odal, désignant la possession héréditaire, devint le symbole du bureau principal des SS pour les questions de race et de colonisation. La rune Tyr fut utilisée dans l'emblème de l'insigne sportif impérial et des écoles des jeunesses hitlériennes. Le soleil noir, 12 sigrunes rayonnant d'un cercle central, occupa une place particulière dans l'iconographie nazie. Ce symbole, incrusté dans le sol en mosaïque de l'Obergruppenhall du château de Wewelsburg, représentait une source d'énergie aryenne cachée, invisible aux non-initiés. Selon les croyances des ésotéristes SS, le soleil noir émettait un rayonnement particulier, accessible uniquement à ceux qui possédaient un sang aryen pur. Les rituels du Troisième Reich portaient également l'empreinte des pratiques ésotériques de la société Thulé. Les défilés aux flambeaux, les rassemblements de masse à la chorégraphie minutieusement orchestrée, le culte du feu et de la lumière. Tout cela trouvait ses racines dans les cérémonies occultes pratiquées dans le cercle restreint des initiés, bien avant l'arrivée des nazis au pouvoir. Les congrès du parti de Nuremberg, avec leurs effets lumineux grandioses, les célèbres créés par les projecteurs anti-aériens, incarnaient l'idée de la transformation du chaos en ordre cosmique, concept central de l'enseignement ésotérique de Thulé. L'architecture du Troisième Reich reflétait également des influences occultes. Albert Speer, l'architecte en chef d'Hitler, conçut des structures monumentales destinées à évoquer une sensation d'échelle surhumaine. On y retrouvait des éléments de la géométrie sacrée germanique ancienne, étudiés au sein de la société Thulé. Les plans de reconstruction de Berlin en Germania, capitale du monde, où l'élément central devait être un gigantesque dôme du peuple, une incarnation moderne du mythique Valhalla, sont particulièrement révélateurs. Même l'uniforme militaire et les insignes des troupes SS furent conçus en tenant compte de la symbolique ésotérique. L'uniforme noir, les runes d'argent, les bagues spéciales avec la tête de mort et les runes, tout cela transformait les membres de l'organisation en un ordre chevaleresque singulier, héritier des anciennes fraternités guerrières germaniques. Ainsi, les symboles anciens, réinterprétés dans les cercles de la société Thulé, devinrent des instruments de mobilisation des masses et le langage visuel d'un régime totalitaire, transformant les concepts ésotériques d'un cercle restreint d'initiés en une idéologie d'État qui s'empara de l'esprit de millions de personnes. Le château de Wewelsburg, niché dans les pittoresques montagnes de la forêt de Teutobourg, est devenu un véritable centre occulte du Troisième Reich. Heinrich Himmler acquit cette construction médiévale en 1934 et investit des sommes considérables dans sa reconstruction. La forme triangulaire du château, rappelant une pointe de lance, revêtait une signification particulière pour le Reichsführer SS. Il y voyait un navire mystique, orienté vers l'Est, vers les terres qui devaient faire partie de l'Empire arien. La tour nord de Wewelsburg fut transformée en sanctuaire SS. En son sous-sol se trouvait la soi-disant salle des morts, une pièce circulaire avec 12 socles le long des murs.
Des rituels y étaient célébrés en l'honneur des officiers SS de haut rang décédés, dont les urnes cinéraires étaient placées dans des niches spéciales. Au-dessus de cette salle se trouvait l'Obergruppenhalle, une salle de cérémonie pour la haute direction SS. En son centre se trouvait une mosaïque circulaire représentant le soleil noir, un symbole combinant 12 runes SIG en un motif unique, incarnant la source de la puissance aryenne. Autour de ce symbole, Himmler prévoyait de rassembler 12 officiers SS supérieurs, une sorte de chevaliers de la table ronde, de nouveaux teutons. Les rituels d'initiation SS représentaient un mélange bizarre de rites germaniques anciens, de magie runique et de cérémonies militaires. Les nouvelles recrues subissaient une procédure d'initiation complexe, comprenant un serment sur d'anciens artefacts germaniques, des méditations sur les runes et des épreuves d'endurance. Une importance particulière était accordée à la pureté du sang. Chaque candidat devait prouver l'absence d'ancêtres non-aryens avant l'an 1800. Les hauts dignitaires SS subissaient des rituels supplémentaires à Wewelsburg. Ceux-ci incluaient des veillées nocturnes dans des cryptes spéciales, des méditations sur les runes et l'étude de textes anciens. Himmler croyait que ces pratiques éveillaient la mémoire génétique du sang aryen et connectaient les Germains modernes à leurs ancêtres anciens. Une place particulière dans la pratique occulte SS était occupée par les fêtes saisonnières, coïncidant avec les solstices et les équinoxes. Le solstice d'été, le 21 juin, était considéré comme la principale fête du calendrier aryen. Cette nuit-là, des feux de joie rituels étaient allumés sur les collines de toute l'Allemagne, autour desquelles se déroulaient des cérémonies remontant aux anciens cultes germaniques de la fertilité. Himmler attachait une immense importance aux rituels de mariage SS. Les officiers ne pouvaient se marier qu'avec sa permission personnelle après une vérification minutieuse de la généalogie de la fiancée. La cérémonie de mariage incluait des éléments de rites païens, échange de runes, serment sur l'épée et incantations spéciales visant à assurer la naissance d'une progéniture de pure race. Au début des années 30, la société originale de Thulé, en tant qu'organisation, avait pratiquement cessé d'exister. Son fondateur, Rudolf von Sebottendorf, déçu de la manière dont ses idées avaient été utilisées par les nazis, quitta l'Allemagne en 1934. Il partit pour la Turquie, où il continua à se consacrer à des recherches occultes, loin des tempêtes politiques. Par une étrange coïncidence, le jour de la capitulation de l'Allemagne, le 9 mai 1945, Sebottendorf fut retrouvé mort dans les eaux du Bosphore. Il est officiellement considéré qu'il s'est suicidé, bien que les circonstances de sa mort restent un mystère. D'autres figures clés de la société de Thulé connurent des destins variés. Dietrich Eckart, le mentor spirituel d'Hitler, était mort dès 1923, sans avoir vu le triomphe du mouvement qu'il avait contribué à créer. Alfred Rosenberg fit une carrière fulgurante, devenant l'idéologue principal du parti nazi et ministre des territoires occupés de l'Est. Son œuvre devint le deuxième livre le plus important du Troisième Reich après. À la fin de la guerre, Rosenberg fut capturé par les Alliés et pendu sur décision du tribunal de Nuremberg. Bien que la société de Thulé ait formellement cessé d'exister, ses idées pénétrèrent profondément l'idéologie du Troisième Reich. Une sorte de métamorphose eut lieu. Les concepts ésotériques d'un cercle restreint d'initiés se transformèrent en une doctrine d'État, englobant tout un pays. Parallèlement, l'occultisme ouvert fut progressivement évincé de l'espace public, cédant la place à des formulations politiques plus pragmatiques. Hitler, une fois au pouvoir, commença à se distancier de ses racines occultes. Pour lui, les idées mystiques de la société de Thulé étaient avant tout un outil, et non l'objet d'une croyance personnelle. Il comprenait que pour diriger un État moderne, il ne fallait pas des runes et des rituels, mais une bureaucratie efficace et une puissance militaire. En 1941, il autorisa même une opération contre les astrologues et les groupes occultes, dont beaucoup avaient des liens avec le mouvement nazi des débuts. Cependant, d'autres dirigeants nazis, notamment Heinrich Himmler, restèrent fidèles aux idées ésotériques de Thulé. La SS, sous sa direction, se transforma en une sorte d'ordre, combinant une organisation militaire moderne avec des éléments de culte germanique anciens. L'Institut Anon RB poursuivit la recherche des racines aryennes, organisant des expéditions et des recherches dans le monde entier. Paradoxalement,
À mesure que la puissance du Troisième Reich augmentait, sa composante occulte s'estompait de plus en plus. L'image publique de l'État nazi se formait comme celle d'une puissance moderne, technologiquement avancée, et non d'une fraternité mystique. La croix gammée, de symbole ésotérique, se transforma en un simple insigne d'État. Les runes devinrent de simples éléments de la symbolique militaire et du parti, perdant leur signification sacrée pour la majorité des Allemands. Les idées de la société de Thulé sur la supériorité raciale des Aryens, la nécessité d'élargir l'espace vital et la lutte contre les furent traduites en un langage de slogans politiques et de programmes d'État. La cartographie occulte se transforma en plan concret d'expansion militaire. Les recherches mystiques de l'Hyperborée cédèrent la place aux pointes de chars perçant vers la Volga et le Caucase. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la société Thulé et son rôle dans la genèse du nazisme sont devenus l'objet d'intenses débats scientifiques et de spéculations. Les premières études d'après-guerre, menées par des spécialistes alliés, se sont concentrées sur les aspects pratiques de l'idéologie nazie et les mécanismes de propagande, négligeant presque leurs racines occultes. Cette tendance s'expliquait par le désir de présenter le nazisme comme un mouvement politique rationnel, bien que criminel, plutôt que comme une manifestation de forces mystiques irrationnelles. Dans les années 50 et 60, la communauté universitaire a adhéré à une approche majoritairement matérialiste de l'histoire du Troisième Reich. Les historiens de l'école marxiste ont interprété le nazisme exclusivement comme un instrument du capital monopoliste, ignorant complètement la composante ésotérique. Les chercheurs occidentaux, bien que reconnaissant l'existence de la société Thulé, ne l'ont considéré que comme un épisode insignifiant dans l'histoire du nazisme primitif. Le tournant fut la publication en 1960 du livre de Louis Pauwels et Jacques Bergier, Le Matin des magiciens. Cet ouvrage, oscillant entre recherche scientifique et journalisme sensationnel, a présenté pour la première fois largement la thèse selon laquelle le nazisme n'était pas seulement un mouvement politique, mais un ordre magique, fondé sur d'anciennes pratiques occultes. Les auteurs affirmaient qu'Hitler et son entourage proche étaient initiés au savoir secret de la société Thulé et les utilisaient pour manipuler la conscience de masse. Le livre a provoqué une véritable sensation et a engendré une vague de littérature populaire sur les racines occultes du nazisme. Les années 70 et 80 ont été une période de polarisation des opinions dans le milieu universitaire. Les historiens conservateurs rejetaient toute mention d'influence ésotérique sur l'idéologie nazie comme des spéculations frivoles. En même temps, une école de chercheurs s'est formée, examinant le nazisme à travers le prisme de l'histoire des religions et des mouvements mystiques. Nicholas Goodrick Clark, dans son ouvrage fondamental, a mené une analyse approfondie des liens entre l'ariosophie du début du XXe siècle et l'idéologie du national-socialisme, montrant de manière convaincante comment les concepts mystiques se sont transformés en doctrine politique. Les recherches contemporaines proposent une approche plus nuancée de l'évaluation du rôle de la société Thulé. La plupart des historiens sérieux reconnaissent l'influence des idées ésotériques sur la formation de l'idéologie nazie, mais soulignent que cette influence n'était ni homogène ni omniprésente. Différents dirigeants nazis avaient des attitudes différentes envers l'occultisme. Si Himmler était sincèrement fasciné par la magie runique et les mythes aryens, Hitler utilisait la symbolique ésotérique principalement comme un instrument de propagande. La discussion sur le degré d'influence des enseignements ésotériques sur la politique réelle du Troisième Reich se poursuit aujourd'hui. Certains chercheurs estiment que les idées occultes n'étaient qu'un élément décoratif, masquant une soif banale de pouvoir et d'expansion territoriale. D'autres soulignent que de nombreuses décisions militaires et politiques de la direction nazie ne peuvent être expliquées par des considérations rationnelles et pourraient avoir été dictées par des convictions mystiques. L'histoire de la société Thulé et son influence sur la formation du Troisième Reich n'est pas qu'une simple question académique. C'est un avertissement sur la manière dont les idées ésotériques peuvent se transformer en une idéologie mortifère lorsqu'elles trouvent un environnement sociopolitique favorable. En étudiant les mécanismes par lesquels les concepts mystiques se sont transformés en politique d'État, nous obtenons une clé pour comprendre la nature du totalitarisme en général. La société Thulé a démontré l'efficacité avec laquelle on peut manipuler la conscience de masse en faisant appel à des mythes anciens et en créant une nouvelle mythologie
basés sur des concepts pseudo-scientifiques. Ils ont trouvé la formule idéale, combiner le mécontentement rationnel envers l'ordre existant avec une foi irrationnelle en une destinée mystique. Cette technique n'a pas perdu de sa pertinence aujourd'hui. Dans le monde contemporain, nous observons des parallèles inquiétants avec l'époque de la naissance du nazisme. Les crises économiques, l'instabilité sociale, la recherche de réponses simples à des questions complexes, tout cela crée un terreau fertile pour de nouvelles formes d'ésotérisme politique. Sous différents noms, les idées de supériorité raciale ou culturelle, la recherche d'anciennes racines et la mission spéciale d'un peuple élu ressurgissent. Comme il y a 100 ans, ces concepts sont revêtus d'une forme pseudo-scientifique, utilisant la terminologie de la génétique, de l'anthropologie ou de la culturologie. La combinaison des ambitions politiques avec l'appel à l'expérience mystique devient particulièrement dangereuse. Lorsqu'un leader politique se positionne comme un canal des forces supérieures ou un gardien de la sagesse ancienne, cela devrait immédiatement susciter la méfiance. L'histoire de la société Tudé montre à quelle vitesse une telle rhétorique peut passer de spéculations ésotériques inoffensives à la justification de la violence de masse. La pensée critique et la connaissance historique deviennent la principale défense contre de telles manipulations. La capacité à reconnaître des schémas familiers sous de nouveaux déguisements est une compétence clé pour contrer les formes modernes de propagande totalitaire. Il est important de se souvenir que les idéologies les plus dangereuses se présentent rarement comme le mal. Elles arrivent sous le masque de grands idéaux, de promesses de renaissance et d'appels à un passé glorieux. La société Tudé ne se qualifiait pas d'organisation maléfique. Elle se positionnait comme la gardienne de la sagesse ancienne et la protectrice des valeurs nationales. Ce n'est qu'en étudiant les mécanismes de transformation de ces objectifs apparemment nobles en instruments de destruction massive que nous pouvons espérer prévenir la répétition de telles tragédies. La leçon de la société Tudé est qu'il n'y a pas de formes inoffensives de haine. Toute idéologie basée sur la supériorité d'un groupe sur d'autres contient les germes de la violence, qui germeront dans des conditions favorables. L'enveloppe mystique ne fait qu'amplifier le danger, conférant aux ambitions terrestres une auréole d'inévitabilité cosmique et de sanctions divines. Le souvenir de la façon dont un cercle ésotérique dans une brasserie munichoise s'est transformé en une force qui a changé le cours de l'histoire mondiale doit servir de rappel éternel de la fragilité de la civilisation et de la responsabilité de chacun dans la préservation des valeurs humanistes.